Eh bien, bonjour à tous, salut Lionel. Et bonjour à toutes. Et bienvenue pour ce nouvel épisode. On va vous en parler une deuxième fois. Le bon pays de Candy, celui du RGPD. Oui, du RGPD. Le RGPD mis en place il y a quelques jours, c'était le 25 mai et là nous sommes début juin. Alors on voulait revenir sur un épisode que l'on a fait il y a quand même maintenant 3 semaines, un mois. Oui, c'était avant très Bibliothèque. facile. Voilà, et on revient aujourd'hui pour essayer de faire un petit peu un débrief de ce qui se passe depuis le 25 mai. Il s'est passé beaucoup de choses. Je ne sais pas vous, je ne sais pas toi Lionel, mais moi j'ai reçu beaucoup plus d'emails que d'habitude. Voilà, et qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais nous passer une petite chanson? Je voulais vous passer une petite chanson parce que ces dernières semaines, en termes d'emails, en termes grosso modo, on va pas dire effectivement d'exagération, mais on était un peu dans cet esprit-là. On vous laisse le jingle et on vous dit à tout de suite. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Au pays de Candy, tous les enfants rient. Aïe, 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 aïe. Oh Il y a là là, un conflit de génération. Il y a un conflit de génération, c'était pas ma génération, le pays de Candy. Non, je crois, c'était plutôt la mienne, mais Dieu sait qu'effectivement, on n'est pas loin de ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Quoi Voilà. qu'on en dise, qu'est-ce qu'on disait sur notre précédente vidéo sur le RGPD? On disait que le RGPD, ça pouvait être une opportunité pour nous, consommateurs, de revenir en maîtrise de nos données et peut-être de les confier à des entreprises qui allaient nous promettre de nouveaux services qui auraient eu besoin de se nourrir de nos données, alors dans l'intelligence artificielle, etc. Bien sûr. Et ça, c'était pour nous une opportunité. Ça passait par des tiers de confiance. On avait cité La Poste, on pourrait citer aujourd'hui My Data is Rich. Oui, totalement. Voilà. Vous l'écrivez comme ça sur Google et vous allez passe trouver. le print écran. Voilà, et vous allez trouver quelque chose qui est très bien. Mais surtout, c'était de se dire, on n'est pas forcément sous le diktat de sociétés américaines. On va pouvoir, nous, avec cette maîtrise européenne, puisque c'est une réglementation européenne, on va pouvoir reprendre la main et confier notre propriété privée, qui est l'ensemble de nos données personnelles, à des acteurs que l'on aura sélectionnés. Et là, pour ça, tu voulais en placer une? On va envoyer ça. On va envoyer ça. Et bien voilà. Ça, c'est la promesse. C'était la promesse. Bon, la promesse législative. La promesse oui, législative, alors est-elle faite de réalité? C'est quoi qu'on observe aujourd'hui finalement, Lionel? Ce qu'on observe aujourd'hui, alors ça fait que quelques jours, évidemment, mais on observe avec malgré tout quelques chiffres. D'abord, les plus forts sont encore plus forts. Facebook, Google, ils ont tous été capables de dire évidemment. C'est la loi. On se conforme à la loi. Avec une augmentation substantielle de quelques tarifs, notamment Gmaps. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont tombées. Oui. En tout cas, les outils, la plateforme Google, depuis le RGPD, c'est croissance à 2 chiffres. Donc ça, c'est quand même des chiffres qui parlent. Ça veut dire que d'un autre côté, les sites qui utilisent les outils de Google pour vendre, s'ils n'ont pas été capables de prouver à Google qu'ils respectaient le RGPD, alors eux, directement, leur chiffre d'affaires, il est cramé. Bon, il revient à la normale. A priori, voilà, mais ça veut dire que là, on est carrément sous le diktat de M. Google, finalement, puisque c'est lui qui a dit... Tu es médisant, Lionel, encore une fois, toujours ces GAFA. Oui, donc on a dit... On avait, de toute façon, on l'avait déjà souligné, que les plus forts devraient de toute façon s'en sortir beaucoup plus facilement que les autres. Bien entendu, parce que la mise en place du RGPD en général est quelque chose d'assez contraignant, parce que je vous rappelle quand même qu'il faut, savoir où sont ces data lakes, est-ce qu'on a un data lake unifié, est-ce qu'on en a plusieurs, est-ce qu'on a des databases, quelles sont les données que l'on possède, quelles sont celles qui sont nominatives, quels sont les traitements que l'on opère dessus, et par rapport à tous ces éléments, le cycle de vie de la donnée doit être formalisé. Ce que voulait la RGPD au départ, c'était, à partir du 25 mai, non pas une mise en conformité totale, mais bien une démarche. C'était ce qu'il demandait. Et là, on est arrivé plutôt dans le dire, faut y aller. Et c'est là que pléthore d'emails nous sont parvenus entre le 20 et le 25 mai dernier.
Oui, et puis la conséquence première, c'était aussi que toutes les entreprises qui détenaient de la donnée se sont fait la guerre. Bien sûr. C'est-à-dire pour se dire, c'est toi qui es propriétaire de la donnée, donc c'est toi qui dois respecter, c'est toi qui dois mettre en place c'est pas moi, etc. Et donc finalement, chaque entreprise devait montrer patte blanche vis-à-vis de l'une, vis-à-vis de l'autre, pour savoir qui, de toute façon, respectait la règle ou qui ne respectait pas la règle. Bref, en tout cas, ils se sont fait la guerre, ils avaient beaucoup peur, très peur. Et ça ralentit malgré tout, je pense, un certain nombre de services économiques, notamment toutes les publications. La presse, qui utilise beaucoup des données qui sont adressées, ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Oui, jusqu'à même certains sites qui, de toute façon, nous ont été coupés. Oui, ils sont carrément plus accessibles. Voilà. Alors ça, c'est peut-être des sites internationaux. C'est des sites internationaux, particulièrement américains, nous pouvons le dire, et qui effectivement, au regard de la RGPD, soit vous proposent une expérience complètement foireuse, c'est-à-dire qu'ils vous disent c'est plain text, donc par défaut vous êtes dans le... C'est génial côté expérientiel parce que vous revenez au web des années 92-95, c'est superbe. Pour autant, sans image. Et d'autres vous disent carrément c'est fermé, donc là effectivement, c'est effectivement pas le même délire. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, il faut bien entendu se dire qu'il y a peut-être des chiffres clés qui nous permettent d'entrevoir notre futur de manière beaucoup plus positive. En tout cas, les quelques chiffres que l'on pourrait donner aujourd'hui, c'est issu d'une enquête Odoxa qui a été faite fin mai. Et fin mai, on a interrogé les Français sur leur confiance qu'ils pouvaient apporter dans les différents services en ligne sur lesquels ils surfaient à longueur de journée. Alors, les Français ont-ils cette réputation justifiée de tricheurs ? Alors, tout à fait, oui. Tout on à fait va tricheur. se faire défoncer. Non, mais tout à fait tricheur. Alors, cette enquête dit 6 Français sur 10 trichent. Alors, ça veut dire quoi tricher ? C'est des adresses mail poubelles. C'est-à-dire, je crée une adresse mail, comme ça, ils m'envoient ce qu'ils veulent. De toute façon, je ne la consulte jamais. Ce sont des faux noms, des faux âges, etc. Pour 6 sur 10. Et si on s'adresse aux jeunes, c'est 8 sur 10. Donc, on voit bien que de toute façon, ils ont trouvé la parade à des mécanismes marketing ou de collecte ou de traitement de données qui étaient industrialisés, qui, dans leur tête, étaient déjà en place. Oui, et ce qui veut dire en conséquence, c'est que tout ce que l'on capte avec les gestions de contenu, tout ce que les data scientists essayent de mettre en perspective pour profiler un consommateur, en fait, ils s'appuient sur 60% de données qui sont des données finalement... totalement fausses. Des fakes. Erronées. Et donc, finalement, l'expérience est pourrie, mais bon, on y reviendra. Donc, qu'est-ce qu'attend la question qu'on pourrait se poser, qui est, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on attend, nous, en tant que consommateurs ? Oui. On attend... J'attends la réponse, Lionel. On attend quelque chose qui est une expérience. C'est-à-dire qu'on ne veut pas subir un service marketing qui date des années 80, sur lequel on a rajouté une couche de numérique et de technologie pour le rendre encore plus efficace et moins douloureux, mais on attend véritablement de l'expérience. Cette expérience, est-ce qu'on nous l'a promis ? Aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure en introduction, tu as reçu des mails. Que disent ces mails ? Nous sommes conformes. Alors, nous sommes conformes ou cliquez ici pour vous désabonner, sinon ne changez rien, ou alors cliquez ici pour qu'on ait votre consentement, parce que de toute façon, notre collecte de données au débat était pourrie. Et donc, naturellement, quelle que soit la stratégie qu'ils aient utilisée, de toute façon, c'était incompréhensible. Enfin, pas incompréhensible. Il aurait fallu lire un email, mais qui lit de nos jours un email ? C'est une image, un bouton. Donc, on attend de l'expérience, mais on n'a pas l'expérience. Exactement. Donc, on continue à tricher, ce qui fait que, en conséquence, par retour, l'expérience est forcément mauvaise puisqu'on est mal ciblé, et tout ça est un cercle vicieux. Alors, quelle est la solution pour sortir de ce cercle vicieux ? C'est la bonne question, je te la retourne. Cher Lionel, comment fait-on ? Merci, c'est sympa. D'abord, c'est arrêter de confier le RGPD et la relation client à des juristes. Oui, ça c'est vrai que déjà, mais on le voit bien même dans le sourcing des compétences, parce que beaucoup de nos amis, naturellement dans le digital, non pas qu'on exclut les autres, mais que globalement on est vite chiant dans des discussions, mais c'est vrai que globalement il y a un vrai sujet sur l'identification du DPO qui va être en charge de la protection des données en interne et qui va être le référent CNIL le plus souvent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ni un juriste, ni un ingénieur, ni un marketeur, c'est un mix de ces trois compétences. On voit bien aujourd'hui, de ces trois expertises plutôt, et on voit bien aujourd'hui la difficulté à aller sourcer ce type de profil. Les sociétés qui ont fait le choix de confier le RGPD à des juristes ou à des départements juridiques ont bien entendu une réponse juridique.
Ceux qui ont décidé, et il y en a très peu, de le mettre au côté marketing, ont eu effectivement des solutions beaucoup plus tournées marketing. Donc, c'est-à-dire, on mettait en avant un peu plus le traitement, peut-être la donnée, peut-être un peu plus un bouton call to action sur ne changez rien. Et donc, on avait effectivement une réponse de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on voit bien cette difficulté d'aller se positionner sur de l'inconnu avec des expertises et des compétences qui en interne ne sont même pas clairement identifiées. Donc ça veut dire qu'on doit être capable, de façon quasiment psychologique, de montrer à l'utilisateur qu'on lui fait une proposition expérientielle efficace grâce à ces données. Tu me confies tes données. Rappelez-vous le petit film que l'on vous avait passé, c'était le film de France Télévisions, qui était extrêmement comique, extrêmement fin, avec les différents animateurs de la chaîne, enfin des chaînes de France Télévisions. C'est de vous dire, voilà, vous nous confiez vos données, mais grâce à ces données que vous nous confiez, on pouvait prendre aussi l'exemple de Netflix. Grâce à vos habitudes que vous avez sur Netflix, je vous propose des contenus qui sont en harmonie avec. Et là, c'est une vraie proposition. Et là, je me dis, allez-y Netflix, prenez mes habitudes. La confiance. Donc on voit bien que la confiance, c'est la colonne vertébrale finalement au fait qu'on laisse sa donnée. Alors on est dans le cercle vicieux comme on en a parlé. Comment en sortir? Ce sont effectivement quelques pistes. Pour autant, on voit bien que la nécessité de recréer un écosystème de confiance est important. Netflix fait partie de ceux à qui on fait confiance. Mais globalement, ils nous demandent quoi, Netflix? Ils demandent un email et un mot de passe, accessoirement un numéro de carte bleue. Mais c'est tout. Mais à côté de ça, ils vont capter nos envies, nos habitudes, les heures de consommation, le type de films ou de séries que l'on va consommer, comment on les consomme. Bien sûr. Est-ce qu'on les consomme pendant la nuit? Est-ce qu'on les consomme? Est-ce qu'on s'endort devant, etc. Et ils vont revenir vers nous avec, je crois qu'ils ont 23 vignettes différentes pour chaque film, pour pouvoir adapter selon nos goûts les vignettes des films, etc. C'est chiant parce qu'on croit qu'il y a un nouvel épisode, alors on se dit c'est bon, et là en fait non, c'est cramé. Mais Red Hastings d'ailleurs disait beaucoup, peu importe qui sont mes clients, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font. Et il est bien dans cette démarche. Exactement. En tout cas, tout ça, ça a des conséquences. Et ça a une conséquence qui est... La première conséquence, c'est le RGPD, c'est un petit peu comme beaucoup de lois, on essaye de protéger le faible contre le fort. Oui. On essaye de dire au fort, non mais arrêtez de vous engraisser parce que finalement ça fait 10 ans que vous nous piquez des données et que vous avez grossi grâce à cette captation gratuite de données, à ce Far West qu'était l'Internet. Alors maintenant, on arrête le Far West et on va protéger le faible qui est nous, l'internaute de base, qui se voit un petit peu déshabillé par ces données. Sauf qu'en protégeant le faible, on renforce finalement le fort et on crée d'énormes barrières à l'entrée. C'est-à-dire que n'importe quelle société qui voudrait pouvoir justement exploiter des données qui sont des données privées même anonymisées, mais qui sont des données qui permettraient à un service bien plus fin, avec une expérience bien meilleure, se voit attribuer des barrières à l'entrée importantes. D'abord, parce qu'il faut qu'il obtienne des données. Alors ça peut être par des tiers de confiance, type My Data is Rich, mais surtout, quand il va devoir communiquer, il va communiquer vis-à-vis de qui? Comment il va pouvoir identifier ses cibles? On empêche la segmentation. C'est vrai qu'il y avait une étude qui est sortie, alors, qui était un petit peu le travers de ça. C'est qu'on s'apercevait dans cette étude qui était menée par des Espagnols, si je ne me trompe pas, que 73% des Européens avaient été ciblés contre leur gré sur leurs orientations sexuelles au travers de Facebook. Donc on voit bien qu'au travers de cette étude, naturellement, c'est plus simple. Et d'ailleurs, je crois que c'est Oussama Mar quand on parlait sur BFM sur le même sujet, disait qu'effectivement, une association qui aujourd'hui ciblait les communautés gays, par exemple, était en mesure de le faire, donc d'optimiser aussi ses investissements budgétaires en termes ses investissements médias sur une cible qui était plutôt identifiée. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on sort de cela, effectivement, c'est plus compliqué de ce point de vue-là d'aller cibler une communauté X ou Y. Ça veut dire que la collecte de fonds, le fundraising, devient bien plus important. Alors, bien entendu, puis alors, ajouter à cela aussi que ces données, de toute façon, sont aujourd'hui interdites en termes d'usage, en termes de segmentation ou d'utilisation. Tout ce qui est religieux, c'est ce qu'on appelle les données sensibles, orientation sexuelle, orientation religieuse, philosophique ou autre, ethnique, sur lesquelles on n'a pas le droit de taper. Pour autant, de manière anonyme, il ne serait pas exclu, effectivement, de pouvoir adresser des messages publicitaires avec une essence beaucoup plus forte. Donc en fait, il y a plein de sujets à maturer là-dedans qui font que naturellement, les barrières à l'entrée sont extrêmement fortes pour les nouveaux entrants puisqu'ils ne vont pas bénéficier de la permission que se sont offerts des entrants à l'époque où c'était encore le Far West de la data. Et puis cette barrière à l'entrée, c'est l'Internet non personnalisé. À partir du moment où l'Internet non personnalisé, l'audience n'est plus découpée. Ça devient un mainstream de temps de cerveau, quoi. Exactement. Et à ce moment-là,
qui peut communiquer sur des centaines de milliers de personnes de façon inutilement? Eh bien, que ceux qui avaient l'habitude de communiquer sur les masses médias, c'est-à-dire les vendeurs de lessive, pour faire Bien court. sûr. Donc on en revient au temps de cerveau. Oui, on en revient au temps de cerveau. Ça veut dire qu'on veut protéger le faible. Et finalement, en protégeant le faible, on nuit à l'économie. En tout cas, on nuit à ce qui était devenu l'Internet. Donc on voit bien que d'une opportunité que nous offrait cette vision du RGPD, aujourd'hui, on en a effectivement un autre visage à date, quelques semaines à peine après l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement. Donc je pense qu'il va falloir surveiller ces deux faces. Les Exactement. faces opportunités et les faces conséquences, c'est-à-dire les faces qui sont les conséquences de ces barrières à l'entrée. On observera ces deux faces, je pense, dans les prochaines semaines. Dans les Et on prochaines reviendra, semaines, nous, on pourra effectivement en reparler, en tout cas. Surtout qu'il faut aussi parler, si on veut être un petit peu plus exhaustif, des fonctions e-privacy. E-privacy, ça Oui. veut dire je veux demander votre consentement préalable. Privacy by design ou privacy by default. C'est pas du tout les mêmes traitements qu'il y a effectivement derrière. Et en conclusion aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Est-ce que c'est une opportunité telle qu'on l'avait présentée dans la dernière vidéo ? je pense que oui, mais il va falloir du temps. C'est-à-dire que on est là sur une arme à double détente. Comme d'habitude, l'Europe, pétrie entre guillemets de bonnes intentions, dit on va faire un règlement pour protéger les Européens. Très bien. Dans un premier temps, on observe, ça reste quand même les grosses compagnies américaines qui pouvaient fournir de la donnée, qui pour certaines ont carrément coupé le robinet de la Bien data. sûr, oui, totalement. D'accord ? Donc ça, c'est le premier coup, et finalement, c'est plutôt un mauvais coup. Mais en contrepartie, ça va obliger, un petit peu comme le jour où on a commencé à augmenter très fortement l'essence en Europe, ça a obligé les constructeurs automobiles européens de faire des voitures qui consommaient peu. Et de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont continué à faire des voitures qui consommaient beaucoup. Bilan, Donald Trump dit pourquoi vous roulez tous en Mercedes. Voilà. Bref. Mais c'est vrai que les voitures européennes consomment beaucoup moins que les voitures américaines, mais parce que C'est nous, vrai, mais le prix de l'essence était plus cher. Exactement. Si vous voulez demain, je sais pas, certains écologistes l'ont dit, si on veut supprimer le nombre de bovins, je sais pas, il y a 3 milliards de têtes de bétail sur Terre pour nourrir la planète, si on veut protéger la couche d'ozone ou protéger le réchauffement parce qu'il y a des problèmes de gaz à effet de serre, etc., eh bien il faut qu'il y ait moins de bovins. Et pourquoi ? Comment on fait pour qu'il y ait moins de bovins ? Tripler le prix de la viande. Voilà. Et les gens vont même bien. Voilà, bon. Enfin, on voit bien qu'à un moment, on peut prendre des mesures qui, le diable se cachant toujours dans les détails, sont des mesures qui ont des effets pervers. Et là, le premier effet pervers, mais ça on s'en doutait, c'était que finalement, les gros adoptaient comme condition générale d'utilisation directement le RGPD. Oui, comme donc, ça, voilà, en même temps, c'est plus copier-coller. simple. C'était écrit par et pour ceux qui ont fait la loi, terminé, Voilà. basta, je suis protégé. Et par contre, pour les autres, ça c'est la deuxième facette, et c'était notre côté optimiste il y a quelques semaines. Utopique peut-être même. C'était de dire, ça va sûrement être une opportunité, mais pour ça, il faut qu'il y ait des tiers de confiance qui s'installent. Il faut que les internautes, les consommateurs aient davantage confiance dans certains services. Ces services-là soient capables d'expliquer, soient capables de transférer portabilité des données, comme disait notre Il y a une notre éducation, secrétaire d'État. une formation à faire du Voilà. consommateur. Et donc, cette éducation, cette acceptation, ça va prendre du temps. Donc, c'est la deuxième phase de la pièce. Et peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, on se reparle sur le sujet et on aura. En tout cas, on va surveiller de près Ouais. tout ce qui se passe parce qu'effectivement, c'est intéressant. On était une date butoir du 25, tout le monde s'est mis la rate au courbouillon. Et finalement, tout le monde fait un peu machine arrière progressivement. On a le temps, on va se mettre en conformité parce que finalement, il fallait une démarche. Et donc, on y va, on va y aller progressivement. Mais en attendant, on a reçu des centaines de milliers d'emails et de spams pour nous demander d'une certaine notre façon, avis. C'était insupportable. Et d'une certaine façon, j'en ai marre d'appuyer sur accepter un gros call to action à chaque fois que je me rends Ne serait-ce que sur un site à l'instant, on était effectivement bloqué. De toute façon, si on voulait y accéder, fallait de toute façon accepter, sinon on était viré du site. Donc de toute façon, on voit bien qu'il y a plein d'effets à surveiller et ça, ce sera notre boulot sur les 6 prochains mois. Donc on se retrouve dans 6 mois pour parler du RGPD encore une fois. Et est-ce que ce sera effectivement confirmé ou pas ? Il y aura plein de sujets, en tout cas, qui vont arriver entre-temps. On se quitte en musique ? Oui, on se quitte avec la même. Avec la même. Le pays de qui ? Le pays de Candy, mais en attendant, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous téléchargez. Vous nous trouvez sur iTunes directement dans la rubrique podcast et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'est Salut, parti. messieurs. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils.